Une obsession. La réussite, ça doit être une obsession. Tout ce qui est Rolex, Lamborghini, Ferrari, Dubaï, je me la raconte, c'est gentil, c'est bien, mais je préfère des expériences de vie. T'es français, tu te dis je vais m'expatrier, tu t'expatries et il y a l'erreur qu'il faut pas commettre, sinon ça ruine toute ton expatriation. Pour toi, c'est quoi cette erreur ? C'est vrai que c'est fou quand on le dit et quand on y pense, mais quand tu mets sur un graphique à une semaine près, les tops, c'est tous les 4 ans et les bottoms, c'est tous les 4 ans. Ouais. T'as l'impression que c'est de la magie noire. La peur, c'est le prix à payer pour vivre ici à Pattaya. Vous me voyez, je suis loin d'être un génie, très très loin d'être un génie, et pourtant, ça m'a pas empêché de faire quelques petits... Et à partir du moment où tu es obligé d'aller empiéter sur la vie privée de ton partenaire et de rentrer dans l'intimité de son téléphone pour vérifier que c'est quelqu'un de correct. Alors on a un invité, il a fait de la prison, avoir fait quelques braquages. Il s'est évadé de prison. Il a fui la France. Il a pris l'avion. Il est arrivé en Asie. Il a monté des business pas possibles. Substances illicites, armes à feu, beaucoup d'argent. Par contre, il n'a pas pu venir, alors on a dû inviter quelqu'un d'autre. C'est la vidéo d'Aurel. Comment tu vas, Aurel ? Ça va au top, et vous ? Mais super Ça va, bien. merci d'être là. Merci pour vous pour l'invitation, c'est Il a quand même un parcours extraordinaire, vous allez voir. Mais juste avant, Valentin va nous parler du sponsor de cette vidéo. Donc le sponsor de cette vidéo, c'est eToro, l'une des plateformes de référence pour investir en bourse et en ETF. Donc merci à eux de nous parrainer sur cette vidéo. On a négocié pour vous un lien d'affiliation dans lequel vous pourrez récupérer 50 € d'actions ou d'ETF gratuitement si vous déposez 50 € sur la plateforme. Donc on met le lien en description et en commentaire épinglé comme d'habitude. Et puis je vous rappelle que tout investissement comporte évidemment des risques et que vous devez investir l'argent dont vous n'avez pas besoin dans l'immédiat. Comment tu vas, Aurel ? Au top, au top. Qu'est-ce que tu fais à Pattaya, Aurel ? Le premier voyage était en 2017, comme tu le sais. C'était un stage de base à Chiang Mai pour la 3e année de mon master. Ouais. Et du coup, je suis resté 6 mois et je suis tombé amoureux du pays. Et du pays ou des... De tout. Mais oui, entre autres... Des locales. Des locales, du pays. Après, j'étais jeune. Il y avait la fête aussi à cette époque-là. Tu dis j'étais jeune, t'as quel âge actuellement ? 31. Je vais avoir 31 là en juillet. D'accord. Donc j'avais 21 quand je suis arrivé. Donc 21 ans, ça fait... assez jeune quand tu arrives ici. Ah, pour 2017. La première fois, tu veux dire. Ouais. Donc, et l'expérience était exceptionnelle parce que il y avait moins cette Thaïlande surdéveloppée, moins les réseaux sociaux, c'était encore plus du direct, tu vois. Et l'expérience humaine et enfin juste, tu sais que j'avais pas énormément voyagé. C'était moins touristique à l'époque, du coup, il y avait plus d'alchimie et un petit peu plus de nouveautés peut-être pour les locaux quand ils voyaient un étranger arriver. C'est quoi les différences par rapport à maintenant concrètement ? Honnêtement, les gens ils étaient beaucoup moins sur les réseaux, moins sur le téléphone. Du coup, il y avait beaucoup plus l'échange. Tu sais, même les filles vis-à-vis des femmes, par exemple, elles t'abordaient encore plus que maintenant. Et c'était vraiment... maintenant, en fait, dès qu'il y a une taille qui est un peu jolie, elle va sur les réseaux, elle a plus besoin vraiment de calculer trop les mecs, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas trop ça, donc c'était plus facile déjà d'avoir des filles plus jolies, etc. Mais ça a tout... On va dire qu'il y avait plus de communication et plus de relations humaines, je pense. Encore plus que maintenant. Pourtant, maintenant, par rapport à l'Europe, c'est déjà magnifique, tu vois, parce que c'est facile de communiquer, etc. Mais à l'époque, c'était encore plus... Et surtout que moi, je venais d'Europe, j'avais jamais plus voyagé que ça. Donc, je suis arrivé avec mon meilleur pote à 21 ans à Bangkok et j'ai pas compris ce qui m'est arrivé là au début. En plus, mon oncle, il m'a dit va au Nana Hotel au début. Il m'a dit tu vas direct au Nana Hotel. Et ouais, le choc, il était énorme. Et du coup, ça fait combien de temps que tu vis à Pattaya, vraiment ? À peu près 5 ans, il me semble. Je suis arrivé, donc 2017, après je suis reparti en 2021, 3 mois pour le Covid, avec mon frère et mon meilleur pote. On a tourné, on est repassé à Pattaya. Et après, quand mon frère est parti, on était déjà sur Pattaya. Après, avec mon pote, on a fait un visa ID, donc étudiant. Et on est resté 1 an comme ça. Et puis en général, on faisait 1 an, 2 mois de France, 2-3 mois de France, 1 an, un truc. Et l'expatriation, donc tu t'es dit j'y vais. T'avais déjà des fonds de côté, t'avais de l'argent, parce qu'une expatriation, il faut de l'argent quand même, c'est pas pour les crevards. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que entre 2017 et au moment où je pars en 2021, déjà j'étais en école de commerce, il y a eu tout un passage où en gros, avec mon meilleur pote, on était en mode faut qu'on
économise un max et comme ça on part avec et si possible qu'on ait un business en ligne et comme ça on part avec des fonds. Du coup lui il avait une alternance, moi à côté j'essayais d'ouvrir un peu à l'époque des shops e-commerce. Puis après j'ai aussi fait des missions de freelance et de fil en aiguille je suis devenu peut-être pas un expert mais j'étais calé en pub Facebook et Google Ads. Du coup il y a eu des shops que j'ai menés seul, il y a eu des shops aussi où on était à 2 à 3. À un moment donné, j'étais à Strasbourg aussi, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs parce que j'avais une ex française qui habitait là-bas. J'avais passé 3-4 mois et de fil en aiguille, ça a assez bien marché. J'ai pu économiser un peu, pas non plus des sommes de fou. Et après, je suis venu ici. En parallèle, j'avais investi aussi un peu sur les marchés, un peu d'or, un peu de bourse. Différents placements et ça sent le gars qui veut pas dire qu'il avait des cryptos, tu vois. Non, il y avait un peu de tout. Et en fait, dans l'eau, c'est vrai que, de toute façon, en 2021, il y a un peu de tout qui a monté, en vrai de vrai. En 2021, c'était facile de faire de l'argent sur les marchés. Celui qui faisait pas d'argent, c'est qu'il était particulièrement poisseux. Hein. C'est ça. Et aussi, à l'époque, je me souviens, c'est un autre truc aussi qui m'avait fait prendre quelques billets. C'était des MLM. C'était pas des gros montants, mais c'est vrai que comme des fois j'étais placé assez vite dans le truc, des fois ça faisait vite, des... Alors, mais attends. Des MLM. Donc, t'étais en haut d'une pyramide de Ponzi. Non, il y a une confusion. Il y a une confusion qui naît dans la tête de Valentin. Confondre pyramide de Ponzi, parce que tu l'as dit, et MLM. Un vrai MLM, en vrai, c'est un gars qui crée une idée de business qui fonctionne. Tu vends un service ou un produit derrière. Tu rentres en vendant le produit ou le service. Ça peut être fait avec des parfums, avec des huiles essentielles, avec n'importe quoi, ce que tu veux. Et quand tu fais rentrer des personnes avec des codes AFI et qui payent une cotisation annuelle ou mensuelle, ils peuvent également à leur tour rentrer et bénéficier des pourcents sur les codes de vente, finalement, comme des sponsoring ou de l'affiliation. Et tu crées ça et tu vends vraiment un produit. C'est pas forcément une arnaque. MLM, c'est pas du tout une arnaque. C'est plus le style pyramide de Ponzi. Tu rentres, on te donne de l'argent, on le fait fructifier. À un moment donné, tout s'écroule donc c'est une pyramide de Ponzi. En fait, MLM, pas forcément. MLM, pas forcément. Comme tu perds moi, je suis pas d'accord. À un moment donné, tu te dis, tu fais rentrer des gens et tu sais très bien que le rendement des derniers entrants va payer des premiers. Parce que toi, tu parles de rendement. MLM, où je vais reprendre l'exemple où tu vends, je sais pas moi, de l'huile essentielle, parce qu'il y a beaucoup de grosses boîtes très connues qui font ça. Toi, tu rentres, t'achètes ton petit coffret. Les gens qui veulent acheter l'huile essentielle, ils ont un code. Ton code à toi, ils ont, 10% sur le produit. Toi, tu récupères aussi 10% de ton côté. C'est ça. Si tu trouves d'autres vendeurs... Mais ça, c'est de l'affiliation, c'est pas du MLM. MLM. Mais ça s'appelle du MLM. C'est du MLM à la base. Par C'est contre, du MLM. Toi, c'est ça, c'est que t'as la pyramide de Ponzi que tu décris. Ça, c'est une arnaque en fait de base. Et t'as le système LMLM en fait, en gros, où tu touches des petites commissions sur chaque mec, mais le système, lui, n'est pas une arnaque. C'est-à-dire qu'il y a un vrai produit derrière, il y a un vrai truc qui est vendu. Moi, je comprends la différence de point de vue parce que toi, tu parles d'un système, ok. Lui, il pense pyramide de Ponzi, donc il dit arnaque, mais il faut savoir qu'il existe des vrais MLM du marketing de multilevel, hein, et où là, on fait rentrer des gens et tout, et qui sont très bien établis, qui sont vérifiés, qui sont très sûrs, ils sont pas des arnaques. Faut pas mélanger les deux. Après, il y avait quand même l'e-com de base. L'e-com, on avait un shop à 3. Moi, je m'occupais des pubs Google Shopping à l'époque, ça marchait pas trop mal. Okay. Donc voilà, et tout compte fait, c'est vrai que j'ai jamais fait des salaires de monstres, tu vois, mais assez. C'est vrai que le lifestyle en Thaïlande, en vrai de vrai, surtout à l'époque, 1500 € était déjà pas mal. Maintenant, c'est moins le cas, on va en discuter. Mais à l'époque, t'avais pas besoin d'être... C'est un bon sujet. On peut rebondir sur le budget. Combien tu dépensais à l'époque? Combien tu dépenses aujourd'hui? Quelle est l'évolution que tu as vue dans le coût de la vie en Thaïlande? Il y a la période 2017, mais ça, j'ai même pas envie de la prendre en compte parce que j'avais pas de business et vraiment, je vivais avec 500, je vivais avec rien, quoi. Maintenant, après, quand je suis arrivé, vu que je commençais à gagner correctement, en fait, au début, je regardais pas trop les prix, mais surtout, vu qu'on était à la période Covid, c'est biaisé, tu vois. C'est-à-dire que là, je vais te sortir des prix, mais c'est pas les vrais prix dans le sens où j'avais un appartement comme j'ai maintenant, voire mieux, et je payais 15 000 avec l'eau, l'électricité inclus. Aujourd'hui, ça vaut peut-être 30 000. Par exemple, je sais qu'Andromeda, il les loue même plus au mois. J'avais demandé, les chambres du haut. Ouais, d'accord. Et 15 000 eau, électricité inclus, maintenant, c'est 1200 sur Airbnb la journée, tu vois, la nuit.
Donc c'est un peu biaisé, mais je dirais qu'à l'époque, elle est autour de entre 1500. J'ai jamais vraiment calculé exactement, parce que comme je suis pas quelqu'un qui dépense énormément de base, tu sais, je vais pas prendre 2-3 filles ou mettre des VIP à droite à gauche. Donc j'ai jamais. C'est ça que j'ai toujours aimé, c'est ne pas exactement calculer combien je dépensais, avoir cette liberté de me dire j'ai envie, je prends, mais il faut que ça reste raisonnable. Donc je dirais entre 1500, 1700, 1800. Et maintenant, par contre, on arrive vite à 2000, 2200, tu vois. Ça va dépendre des. Mais c'est vrai que j'ai remarqué quand même que l'inflation fait son effet. Et petit à petit, en fait, les budgets augmentent un peu, tu vois. Et en fait, c'est beaucoup plus dur enfin, ça se fait encore à Pattaya, mais on va dire de bien vivre avec 1200, qu'à l'époque, c'était presque jouable si tu prends un logement pas trop cher. Maintenant, ça va être un peu ric-rac, tu vois. Ça va être beaucoup plus ric-rac qu'à l'époque, surtout si t'es à Pattaya, enfin si t'es à Bangkok ou à Phuket. À l'inverse, t'es à Pattaya, Chiang Mai, et là c'est plus jouable, tu vois. Ça va beaucoup dépendre quand même de la zone, je trouve. Toi, tu t'en penses quoi, Jonah? Mais est-ce que t'as remarqué une différence de coût, d'inflation? Pas tant que ça ici. Partout sur la planète, les prix augmentent. Après, selon le mode de vie, il y en a qui vont dire qu'ils vivent pour 1000 euros, ce qui est vrai. Il y en a qui vivent pour 2000. Il y en a qui vont dire non, en dessous de 5000, j'y arrive pas. Donc ça va dépendre du mode de vie. C'est ça. Tu fais des sorties, tu bois de l'alcool, t'en bois pas, tu fumes pas, tu fais du jet ski tous les jours, en termes de loisirs aussi. Tu vas voir des filles, t'en vois pas. Moi, je connais des gars qui ont vécu ici à Pattaya, mon ancien locataire, Salvatore. Il vivait avec, je crois, 750 ou 800 euros tous les mois, logement compris. Alors, je lui louais je crois, on était à 260 euros par mois, je sais plus te dire. Mais voilà. Mais c'est pas quelqu'un qui faisait la fête, quelqu'un qui vivait ici pour le climat, pour le coût de la vie, et parce que finalement, il était petit budget, il avait pas envie de faire des dépenses inutiles. Donc, c'est possible. Moi-même, j'ai vécu des mois en Thaïlande, à Pattaya, à moins de 1000 euros, et puis j'en ai vécu d'autres où j'ai défoncé des plafonds, mais tu dépenses jamais que l'argent que tu peux te permettre de dépenser aussi, tu vois. Donc c'est pas un vrai problème en soi. Maintenant, toi qui as choisi Pattaya, pourquoi Pattaya? Pourquoi pas Bangkok, Chiang Mai, Dubaï, Bali, Da Ouais, Nang? très bonne question. Pour rester déjà sur la Thaïlande, on va dire, c'est quoi les choix qu'on a vraiment raisonnables en fait? Il y a Bangkok, je dirais, il y a Phuket, mais pas Banglarot, enfin pas Patong, plutôt les alentours. Chiang Mai, Hua Hin et Pattaya, c'est tout. Il y a aussi Krabi. Après, oui, il peut y avoir Krabi, mais Krabi. Koh Samui, non? Ouais. Koh Samui, c'est une petite île. Est-ce que tu te vois vraiment vivre là-bas en expat? Koh Samui, c'est quand même la deuxième ou troisième ou Après, il y a deuxième plus beaucoup de grande Français, île de Thaïlande. Hein. Ouais, C'est Phuket, Samui et Koh Chang ou Phuket, Koh Chang, Samui, je sais plus dans l'ordre. Il y a C'est vrai qu'il Hua Hin. y a pas mal d'options. Ouais. D'ailleurs, Hua Hin, j'y suis allé récemment, ce qui est une très belle option aussi. Pattaya, c'est ce qui réunit le plus de qualité, comme j'ai toujours dit. Par rapport en fait à tout, c'est-à-dire que t'as la mer, t'as le coucher de soleil qui font dans la mer, t'as un climat exceptionnel, Proximité avec l'aéroport, etc. t'as proximité, t'as les prix qui sont Je rêve pas qu'un chers. invité me dise vraiment, mais Jonas, je suis venu pour les putes à Pattaya. Ça n'arrive jamais. C'est vrai qu'au niveau des femmes, t'as un gros plus, c'est que t'as une profusion de femmes, mais j'ai envie de te dire à peu près partout ça. Est-ce que c'est vraiment que à Pattaya que il y a alors Non. à Bangkok, tu vois. En vrai, il n'y a pas une énorme différence. Alors, À il y en a Bordeaux encore plus. aussi. Il y en a encore plus. Mais est-ce qu'il y a vraiment une énorme différence avec du Bangkok? Pas Non. forcément, en termes de en femmes, fait, tu vois. En fait, même en France, tu vas trouver des très belles femmes, etc. La différence, c'est l'accessibilité. Donc effectivement, en termes de profusion, alors je crois que la démographie est déséquilibrée en Thaïlande en faveur des hommes, puisqu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ouais, et en c'est plus, ça, si c'est tu ça. retires, J'ai vu. je crois, il faut retirer les ladyboys, les moines et les militaires. Alors là, le ratio d'hommes tombe très très bas. Là où en France, effectivement, le ratio est complètement dans le sens inverse. Le marché est beaucoup plus favorable aux femmes. Donc moi, c'est. Mais la question pour moi de fond, je pense, ça reste l'accessibilité. Les Thaïlandaises sont quand même beaucoup plus accessibles Oui, les Thaïlandaises. que les occidentales. Mais du coup, à Bangkok, elles sont aussi accessibles, oui. tu vois. Oui, c'est vrai tout à que, fait. Du coup, pourquoi Pattaya? Qu'est-ce que t'es venu chercher à Pattaya? honnêtement, je t'ai dit, c'est le combo de coût de la vie, la mer, j'adore la mer, aussi les habitudes, parce que je t'ai dit, ça fait un moment que j'étais là. Et pareil, j'avais une moto, j'aimais bien les condos. T'as quand même des condos assez luxueux avec vue mer, Oui, etc. ça, c'est vrai. Mode de vie, la fête. À l'époque, c'était beaucoup la fête aussi.
pas que les femmes. Bon, les femmes, je les mets dedans, parce qu'en gros, c'est à la fin de la fête, en gros, que ça se passait. Mais à l'époque, c'est vrai qu'entre 25 et 30, c'était des très grosses fêtes, souvent, tu vois, c'était 3-4 fois. C'est moins la fête aujourd'hui Beaucoup moins. à Pattaya. Alors, enfin, non, c'est toujours pareil, mais moi, perso... Ah, tu fais moins la fête, toi En fait, plus les années passent, plus mon lieu de logement recule, en fait. Tu vois, oui, t'es à Najomtienne. Maintenant, Bientôt, je il suis y à a 10 Rayon. kilomètres. Voilà, Bientôt, il y a au Cambodge. Dans 2-3 ans, je suis à Rayon, quoi. Mais parce que j'ai besoin de ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais peut-être pas non plus dans le cœur, mais tu vois, j'étais vers. Tu t'assagis. Voilà. C'est ça. Et t'es en couple, non, toi? Je sais plus. J'y étais cette année. Ça fait 2-3 mois que je suis plus en couple. Là. Ah, mes condoléances. Oh, bah, ça m'arrange. En fait, faut être honnête. J'avais une copine à Bangkok. Et donc, par rapport à Bangkok Pattaya, c'est ça où donc j'ai pu aussi tester le style de vie à Bangkok parce que j'allais chez elle et elle était vraiment incroyable cette fille. Et du coup, c'est vrai que bon, j'étais pas le mec le plus fidèle du tiroir, on va dire. Tu vois, après, c'est normal. Je mixais les deux et j'avais vraiment le meilleur des deux mondes à cette époque-là. Puisque j'avais vraiment la copine en mode c'est ton petit bébé, tu vois ce que je veux dire. Et quand je venais ici, j'étais avec les potes et ça partait un petit peu dans tous les sens. Ouais. Donc j'ai vécu ça pendant 2-3 ans à fond. Et mais c'est la jeunesse aussi, tu vois. Et c'était pas un mode de vie sain, c'était du n'importe quoi. C'est-à-dire que j'allais à Bangkok, j'avais même pas de logement à Pattaya. Ah oui, je prenais 2 semaines d'hôtel, je revenais, je testais un autre condo, je testais un autre hôtel. C'est pour ça que j'ai testé plein de trucs. Ça, comme les mecs, ils me sortent des noms de condos, les Rivières, je les ai tous faits. Le Panora, le ci, le là, le Ledge, le Base, enfin, j'en ai fait plein. Et c'est toi qui l'as quitté ou c'est elle qui t'a quitté? Alors, c'est plus elle qui m'a quitté. En gros, elle t'a cramé 2022, 2023. Pas vraiment, en fait. En gros, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que moi, c'était dans une période vraiment down. Au niveau business, au niveau mindset, c'était 2022-2023, grosse période down. Tout qui tombait, ça allait pas du tout. Et du coup, j'étais tombé un peu dans un truc, pas un truc dépressif, mais un truc où, en gros, je buvais pas mal d'un truc qui s'appelle le Kratom, Namtom. C'est un truc qui relaxe, en gros. C'est pas ultra puissant, hein. C'est une des drogues les plus safe au monde. Enfin, vous ferez vos recherches. On fera un avec, bip sur. Non, je sais pas. Arrêtez de m'emmerder à faire des livres. Et c'est un truc qui relaxe. En fait, et en gros, t'as juste envie de soit d'être chez toi à taffer un peu ou à chiller. Et du coup, j'étais vraiment devenu un peu pas une larve, mais j'étais devenu l'ombre de moi-même. En fait, Laurel qu'elle avait connu en 2021, qui était to the moon, on va dire, bah là j'étais l'ombre de moi-même. Donc après, petit à petit, ça a créé de la distance. Même quand elle venait à Pattaya, j'avais la flemme, en fait, j'avais la flemme de tout, en fait, j'avais la flemme de la voir limite, etc. Donc ça a créé un peu une distance. Elle savait que je rentrais en France, donc elle a petit à petit, en fait, avec le désintérêt féminin, tu sais, au fil des mois, bah on s'embrouillait, on s'engueulait. Elle voulait tout le temps parce qu'elle était, c'est une belle femme, elle voulait tout le temps que je prenne des photos partout où on allait. J'en avais marre. Je dis non mais tu me fais chier avec tes photos. On s'embrouillait tout le temps. Des trucs même des fois qui m'attristent, que je l'emmenais en voyage et j'arrivais à on arrivait à s'embrouiller et à tout casser et en fait juste avant de rentrer en France, elle me dit je sais pas ce que t'en penses, je suis pas sûr et tout. Et en fait, elle pensait vraiment que moi, j'allais sauter sur l'occasion et lui dire bon, on arrête et tout. Donc moi, c'est vrai que comme à cette époque-là, j'étais dans une phase down et je la prenais un peu pour acquis. Ça m'a mis un choc et tout, tu vois, forcément. Mais après, j'étais pas dupe, tu vois. J'ai dit bon, dans tous les cas, je rentre en France. Faut que je me reconstruise un peu. Faut que je me remette un peu dans une belle énergie, etc. Du coup, ça s'est fini comme ça. Après, on est resté quand même en contact. Et en fait, je lui en veux même pas vraiment parce qu'au final. J'ai pas été non plus exemplaire, j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, elle a pris cette décision. C'est comme ça, et puis au final, ça s'est terminé. Et puis, alors, si je résume, argent facile, alcool, fête, sortie, perversion, fille facile, substance. T'as quand même une vie que beaucoup de nos auditeurs vont dire mais c'est quoi cette vie bizarre? Ils vont pas la comprendre. Comment tu justifies ça? Comment tu t'expliques? Alors ça c'est intéressant. J'étais j'avais 24 ans avant que je parte en Thaïlande, donc j'avais déjà cette idée depuis 2017. J'étais en couple avec une Française depuis 2 ans et elle avait une bonne famille d'ailleurs, de très bonne famille. Et j'étais vraiment dans le confort de ce qu'il y a de plus banal et normal en France avec la copine française. On fait les dîners avec les parents, on va promener le chien, tu vois, le truc de base. Et après, voilà, comme je commençais un petit peu à gagner ma vie
et que en fait je trouvais que ça sonnait vachement creux comme vie. En fait j'avais 24-25, j'étais plein d'énergie et tout, et je me dis putain j'ai l'impression d'avoir une vie de grand-père déjà à cet âge-là, tu sais, avec ça. Et vraiment il manquait une sensation d'excitement en fait. Il y avait pas d'excitation. Ouais. Il y avait pas j'avais pas d'envie en fait. Je jouais, j'étais avec ma copine, je m'occupais d'elle, tu vois ce que je veux dire. J'avais promené le chien. En plus c'était un peu une info. Bon ça m'arrangeait, c'est vrai que voilà. Et mais bref, j'étais dans mon petit truc, tu vois. Et mais j'étais bien dans mon confort, mais j'avais rien qui me poussait à évoluer. Une vie banale. Une vie vraiment banale, confort, mais banale. Et à 25 ans, franchement, je me suis dit, si là, je reste comme ça là maintenant, je sais quoi après? C'est quoi la suite, tu vois? Donc je me suis dit, allez, là, faut y aller. Donc j'ai eu une opération pour un kyste, ça a duré 6 mois. Elle est partie à Marseille, ça, tu vois, ça, les deux chemins sont partis comme ça. Et j'en ai profité pour lui dire, bah écoute, t'as vu, moi je vais aller en Asie. Elle voulait qu'on reste ensemble, c'était un peu compliqué. Et en fait, voilà, après. Et tu m'avais dit, tu l'as quitté quand elle est tombée enceinte, hein, tu m'as dit. Ah, heureusement non. Je suis une saloperie quand je dis ça, je déconne. Non, ouais, c'est vrai que. Et du coup, c'est vrai que j'ai connu, c'est ça qui est marrant, j'ai connu un petit peu, c'est quand même, tu vois, 2 ans cette vie française de base. Et c'est pas que c'est horrible, c'est juste que à cet âge-là, en tout cas, c'était pas possible. À 25 ans, c'est trop jeune. Ouais. Il fallait la folie. Et quand je suis venu ici, du coup, c'est vrai que je suis très très fier et très heureux. Mine de rien, ça paraît bête. Il y a plein de gens qui trouvent ça con. Mais pour moi, entre guillemets, comme je dis souvent, si demain je meurs, il n'y a pas grand chose. Je peux toujours regretter. J'ai pas conduit la dernière Lamborghini, Ferrari, c'est ce genre de truc. J'ai jamais été trop matérialiste. Tout ce qui est Rolex, Lamborghini, Ferrari, Dubaï, je me la raconte. C'est gentil, c'est bien, mais je préfère des expériences de vie. Ça a toujours été mon truc. J'ai des expériences exceptionnelles que j'ai fait avec des potes. On a loué des villas, on est parti à Cochan pendant le Covid, il y avait plein de trucs, tu vois. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, tu vois. Et je me dis, putain, de 25 à 30, j'ai vraiment vécu. T'es français, tu te dis, je vais m'expatrier, tu t'expatries, et il y a l'erreur qu'il faut pas commettre, sinon ça ruine toute ton expatriation. Pour toi, c'est quoi cette erreur? Bah, la première, je dirais, il y en a une qui est évidente que tu parles tout le temps, mais celle-là, on va pas s'attarder dessus parce qu'on en parle tout le temps, c'est l'assurance. La couverture médicale, ça, c'est le cas banal. Le mec, il arrive, accident, et puis il se retrouve dans une situation impossible. Mais on va exclure ça. Je dirais que la plus grosse erreur, c'est d'ailleurs ce que je dis, plutôt pour les jeunes, c'est de partir trop tôt, dans le sens où, ça dépend, mais dans le sens où si tu pars avec très peu d'économies et pas vraiment de business, etc., tu te crames les ailes et en fait, tu perds ton temps parce que tu vas venir 1 an, 2 ans, 3 ans, max. Tu vas retourner en France de zéro. Et ça, pour moi, c'est la plus grosse erreur que beaucoup ont fait et beaucoup continuent de faire. Et j'ai plein de potes qui sont là-dedans. Et les mecs, ils font 6 mois, 1 an. Et en fait, ils accumulent pas de capital, ils ont pas vraiment de business. Tout ce qu'ils gagnent, ils remettent en Thaïlande et tout. Et donc, il y a rien qui avance. Et après, ils arrivent à 30, 35 et ils ont zéro capital. Il y a rien qui avance. Comment tu fais, toi, pour l'accumuler, ton capital actuellement? Bah, en fait, là, je suis dans une période, pour être honnête, où il n'y a pas vraiment d'accumulation, dans le sens où je fais un petit peu du surplace. C'est-à-dire que ce que je gagne, ça couvre un peu mes dépenses, etc. Par contre, j'ai une vision un petit peu en mode, ok, au niveau des investissements, j'ai quand même pas mal de cash, donc je me dis, ok, je vais attendre des bonnes opportunités, je vais essayer de ressaisir quelque chose, et aussi, avec la chaîne YouTube, avec d'autres choses que je suis en train de mettre aussi en place à côté, j'espère et j'essaye de me recréer une autre source de revenus. J'ai pas envie de refaire ce que j'ai fait avant, j'ai envie, même si c'est plus facile, parce que si je rattaque dans l'e-com, je pense que j'ai déjà des compétences. Les shops et tout, tu veux dire vendre des aspirateurs ou c'est non, ça même pas. À l'époque, on vendait pas mal. On vendait des drones aussi. Ouais. Beaucoup de drones. On vendait tous les produits de base, des écouteurs. T'as plus envie de retomber là-dedans? J'ai plus envie de retourner dans, on va dire, l'e-com de base ou que ça soit du MLM, même que ça soit des pubs. Alors, les pubs Google Ads, ça pourquoi pas. Mais j'ai plus envie de créer quelque chose qui a plus de valeur. Tu vois, ça, c'est une question que j'allais te poser parce que moi, les Google Ads, je commence à rentrer tranquillement dedans et pour le coup j'y connais rien, donc c'est un truc qui pourrait m'intéresser si tu as des compétences là-dedans, notamment pour faire du retargeting. Ouais, alors après le Google Ads, pareil, c'est, tu vois, tout ce qui est Facebook Ads et Google Ads, c'est des trucs qui évoluent très vite. Et là par exemple ça fait 2 ans que je suis plus dans l'e-commerce, etc. Donc il y a plein de choses qui ont évolué. Et ouais, mais tu peux te remettre à la page. Ouais, tout à fait. Mais là tout de suite, tu vois, je me considérais pas assez expert pour aiguiller quelqu'un qui se lance maintenant dans Google Ads. Mais c'est vrai que ça, c'est à peu près les mêmes pratiques.
C'est à peu près les mêmes, mais t'as plein de choses qui changent, tu vois, avec Faut... l'algorithme, les règles aussi, les conditions. À l'époque, par exemple, je me souviens, par exemple, le Google Shopping, il était très facile à valider. T'avais un Google Shopping, maintenant, il y a beaucoup plus forcément de règles, de contraintes. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, hein, que l'e-com, c'est pas que j'ai arrêté, c'est que j'ai trouvé ça moins intéressant, c'est que t'as toujours un blocage. Ah oui. T'essayes de faire au mieux que tu peux, même en faisant au mieux que tu peux, t'as toujours au bout d'un moment un blocage. Et en fait, des fois, tu te dis, putain, ça fait 1 mois que je travaille, le truc enfin rentable. Après tant de bordel, c'est bon, on commence à être rentable, blam, tu tapes un blocage. Ouais, mais parce qu'il y a des régularisations tout le temps. Il y a 25 ans, d'ici, tu ouvrais un site en ligne, c'était le Far West. Tu l'ouvrais en 2 minutes, tu faisais ce que tu veux. Maintenant, tu veux ouvrir un bazar, une plateforme. T'es obligé que tout soit ultra carré. Géolocalise là, donc tu dois mettre forcément des infos par rapport là où tu as géolocalisé. Ça commence à faire mal au crâne. C'est mieux, c'est l'évolution normale des choses. Mais c'est vrai que du coup, ça crée une autre barrière. Et en vrai, j'ai plus envie maintenant d'avoir un business qui crée de la valeur. Et tu penses à quelque chose en particulier? Bah, la chaîne YouTube, ça serait bien que je continue de la développer. Ouais. Ça peut être pas mal. Après, là, pareil sur Instagram, Facebook, je fais pas mal de vues. C'est quoi le plan? Mais je tire pas de... Instagram, médias, les médias sociaux, etc. YouTube, c'est quoi le plan? C'est quoi que tu comptes apporter comme valeur? En fait, souvent, je me dis, un des trucs que j'ai jamais trop poussé, alors que je pourrais pousser assez facilement, ça serait tout ce qui est muscu et fitness. Parce que pour un naturel, c'est vrai que tout le monde me le dit, j'ai quand même un très très bon physique. Et c'est pas quelque chose que j'ai poussé, alors que j'ai une crédibilité qui est énorme là-dessus, tu vois. Et donc en fait, je me dis, avec Insta et Facebook, il faudrait que je trouve quelque chose, parce que dans tous les cas, là à l'actuel, c'est les posts que je fais et tout. C'est beaucoup autour du fitness, un peu autour de l'humour et tout. Et donc je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Mais ta chaîne YouTube, elle part pas du tout dans cette direction. Pas du tout, non. Chaîne YouTube, c'était de base, en fait, comment ça s'est... vous avez reçu Flopulse ici sur le podcast. Ouais. C'est lui qui m'a forcé un peu à lancer la chaîne au début, tu vois. Ouais. Il m'a dit, allez, Aurel, fais des vidéos et tout. Et après, en fait, je me suis dit, je vais parler Aurel Vision, je parlais de tout et de n'importe quoi, en fait. Et après, petit à petit, ça m'a amené, en tout cas, vu que je vivais à Pattaya en Thaïlande, ça m'a amené sur la Thaïlande. Mais quand j'étais au Cambodge, j'ai fait des vidéos sur le Cambodge. Il y en a certaines qu'on plu aussi. Et là, je vais y retourner d'ailleurs au Cambodge. Donc, je vais refaire des vidéos. En fait, c'était un peu un espèce de fourre-tout, histoire de partager. Et peut-être qu'après, je vais peut-être pouvoir, pourquoi pas en faire un business qui apporte de la valeur à une communauté et que ça soit gagnant-gagnant en fait. Mais voilà, pour l'instant, après, là, c'est vrai que vu que au niveau des investissements, tout est un peu haut, sauf le BTC d'ailleurs. C'est vrai que tout est haut, sauf le crypto d'ailleurs. Ça fait 3 semaines, et j'en parlais hier, avec Julia, les deux Julia Valentin, on va gagner du temps. J'en parlais, je disais, oui, ça fait 3 semaines que... Bon, depuis hier, ça a changé. Mais il monte à 64, il descendait à 61, 64, 61, quasi tous les jours, il faisait ça. Et il y avait, certains vont dire gambling, pour moi, pas du tout, parce qu'on parle du Bitcoin. Alors, moi, je suis pas sur les cryptos. Par contre, je suis sur l'IBIT en ETF. Et il est corrélé avec le Bitcoin, tu vois. Et il y avait des gros moves à faire. Mais là, ça va faire, au moment où on enregistre cette vidéo, en tout cas, 24 heures où il est sous la barre des 60. Donc, j'ai arrêté un peu mes moves. Il est dans un espace de vieux range pourri entre 60 et 70 à peu près. Mais il y avait des moves à faire. Ouais. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant des cryptos, là, ça fait depuis octobre 2025 qu'on est en cycle baissier. On est à moins 50% depuis le sommet, puisqu'on a fait un sommet, on va dire, à 120 000 et aujourd'hui on est à 60 000 à peu près. On en est où dans le cycle aujourd'hui en crypto? Est-ce que tu penses que ça va continuer à baisser? Est-ce que tu penses qu'on est dans un range pré-bull market? C'est quoi ton avis là-dessus? C'est assez fou, mais quand tu regardes bien, ça suit vachement la temporalité et la cyclicité. C'est-à-dire que à une semaine près, c'est vrai que c'est fou quand on le dit et quand on y pense, mais quand tu mets sur un graphique à une semaine près, les tops, c'est tous les 4 ans et les bottoms, c'est tous les 4 ans. Ouais. T'as l'impression que c'est de la magie noire. Et on va dire, non, mais ça, c'est un truc de débutant, de con. Mais le truc, c'est que ça marche. Enfin, jusqu'à présent, ça marche en tout cas. Et du coup, si on suit cette temporalité, le bottom théorique de ce cycle se situerait vers octobre-novembre. La fenêtre début Q4 en fait. Okay. Ça dure 1 an à bear market, donc si on reste logique et rationnel, on se dit que là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'intérêt sur les cryptos, voire pas du tout, parce que le S&P explose, tout explose. L'IA a pris la place des cryptos d'ailleurs, on peut aussi en parler, a pris le narratif des cryptos, c'est aussi pour ça qu'il y a plus de jus dedans.
Et en plus de ça, la situation, la politique monétaire, elle n'est pas du tout favorable à une explosion des liquidités. To the moon, on met de l'argent, ça n'a plus rien à voir avec 2021. Donc, je pense qu'on a encore pas mal de temps de temporisation et un petit peu de baisse quand même avant de retrouver des beaux jours. Mais je pense qu'on est plus vers la fin que le début. Tu vois ce que je veux dire ? Moins 50%, c'est quand même un beau rabais sur le Bitcoin. C'est déjà un très bon rabais. Pour quelqu'un qui veut faire du DCA, Oui. etc., c'est quand même Ouais, en dessous de 60 000, ça reste un très bon prix long terme, faut être honnête. Maintenant, le BTC, c'est pas impossible qu'il aille faire un tour dans la fenêtre des 50-40. C'est pas impossible. Ouais, mais la différence entre acheter à 60 ou à c'est 50-40 50% de plus. sur le long terme... Ça fait, si t'arrives, ça dépend des sommes que tu mets, c'est toujours pareil. Mais un mec qui arrive, imagine, il veut mettre 100K. Le mec, il arrive, il achète, ça fait combien à 60? Ça fait 1,4 BTC, un truc comme ça? Oui, à peu près. Bon, il achète à 40K, il a 2, t'imagines, 1,4, 2,2. Oui, si, après, quand le BTC est 200K, ça fait une énorme diff, tu vois. Ouais, mais si le bottom, il est à 60 000 et que le mec, il achète pas à 60 000, il se fait ça de là. C'est pour ça que tu dois faire une DCA. Bah ouais, exactement. Moi, en fait, par rapport à l'entrée au Bitcoin, je peux donner d'ailleurs 2 conseils que je trouve très pertinents, qui sont assez safe, hein, c'est pas des conseils de fou. C'est soit vous rentrez par le temps, c'est-à-dire que toutes les semaines, à partir de maintenant jusqu'à la fin, jusqu'à mettons novembre, vous mettez la même somme en fait. Mettons que vous avez, je sais pas, 10 000 euros, toutes les semaines vous mettez 200 balles ou 250 balles par exemple. Parfait. Vous allez acheter, on va dire peut-être pas le bottom parfait, mais on va lisser à la baisse. On va lisser le prix à la baisse ou si on range. Ou à la hausse. Voilà, c'est ça. Ou dans le range. Ou dans le range en fait. Donc si jamais on est en train de range avant de repartir, dans tous les cas vous aurez un très bon prix, vous serez content. Si on va plus bas, ça va vous lisser votre prix vers le bas. Et l'autre stratégie que moi je préfère quand même, que je vais peut-être mettre en place, même chose avec les ETF, avec les ordres. En fait, parce que les ETF c'est quand même plus simple à gérer beaucoup. Plus sécure. Il y a que dalle de frais. Donc pour moi c'est vrai que si surtout si vous êtes en France, etc., ETF direct, prenez-vous même pas la tête. C'est important, voilà, c'est ça. Pour pas avoir de distribution de dividendes et de flat tax. Et du coup, pour la stratégie, vous prenez une grosse plage, par exemple 55-35, alors ça paraît fou, ou peut-être 60-40 si tu veux, peu importe, c'est toi qui vois, et tu t'embrouilles pas, t'as 10K à mettre, et tu divises tes ordres. Après, tu peux faire la technique de mettre un tout petit peu moins, un peu plus. Moi, je préfère, tu divises tes ordres et tu me prends une très grosse plage de 20K, tu mets tous tes ordres comme ça, tu sais pas où le prix va aller. Si le prix il fait comme ça, en fait, t'auras pas forcément tous tes ordres qui vont passer, mais tu auras vraiment un prix exceptionnel. En fait, dès que le prix va remonter, tu seras tout de suite en gain, tu vois. Et la liquidité qui se fait sideline, du coup, parce que potentiellement, tu prends pas tous tes ordres, tu l'as dit. Qu'est-ce que t'en fais? Alors, très bonne question. Soit tu décides, après tu te dis, bon, là ça sent vraiment bon, on a de l'argent qui rentre sur les ETF, beaucoup d'argent sur les stablecoins, on a des W weekly, on a de la force sur le RSI, on a vraiment des gros signaux qui commencent à durer depuis 2-3 semaines. Et donc, ce que tu peux faire, c'est tu rentres quand même en DCA, par exemple. Ou tu rentres d'un coup si tu te dis vas-y, moi il y a pas de problème, je préfère rentrer à 70K après qu'on est bottom plutôt que voilà. Ou sinon, tu peux très bien te dire OK, est-ce qu'il y aurait pas l'autre partie des alts qui seraient encore dans des phases justement de latéralisation au vu d'un prochain cycle, et tu peux la jouer comme ça. Ou sinon même tu peux prendre ce capital et le jouer plus en mode OK, ce capital, je mets des guillemets, je vais plus le jouer en mode trading, en mode je vais jouer en weekly par exemple, je mets mon stop loss en dessous du plus bas, et puis j'essaye de target, si jamais on va plus bas, je suis OK avec cette perte. T'as plein de choses que tu peux faire avec ça, mais l'avantage de faire ça, c'est que vraiment prenons le prix, tu mets tes ordres entre 60 et 40, le prix descend et il fait parce que très souvent le prix fait une mèche en fait, et tous tes ordres s'exécutent, et en fait la mèche elle est énorme, et en fait elle remonte d'un coup, et en fait en très très peu de temps, si ta plage elle est vraiment énorme, tu te retrouves très très vite en gain en fait. Si le prix décroche 50K, puis 2 mois après il a 70K, toi ton prix moyen d'achat il se retrouve à 55K, t'es magnifique, tu vois. Ok, donc ça c'est la technique pour ceux qui ont envie de passer des heures et des heures devant leur écran. T'as juste besoin de mettre des ordres. Ça prend quelques minutes. C'est quand même une stratégie qui est plus compliquée si on commence à rentrer dans le trading, etc. La personne qui veut vraiment pas se prendre la tête, qui se dit moi je veux y passer 5 minutes par mois et encore maximum, sans rentrer dans le détail des ordres et des c'est toujours la même chose, c'est ça. DCA après c'est peut-être mieux de DCA par semaine que par mois, ou c'est pas peut-être pareil. Moi je préfère par semaine, parce que par mois si t'as pas de chance, tu peux autant y faire toutes les semaines. Mais après bon, DCA en vrai, tu peux DCA du BTC je pense jusqu'à
70-80K, c'est sans trop de problèmes, quoi. Parce qu'au prochain cycle, les targets, c'est pas compliqué, hein, c'est rupture de l'ATH et puis. Tu étais positionné sur le BTC ou l'IBIT, si on parlait de Pour TF? l'instant, non. J'ai aucune crypto là. Ah ouais. Et toi? Ah oui, moi j'ai du Bitcoin. Ah ouais. Moi, j'ai pas du Bitcoin, j'ai du IBIT, donc des ETF pour. Oui. Vous irez voir. Mais oui, je me suis. Après, le problème, c'est que tout ce qui est indice, ça va toujours plus haut. Maintenant, rentrer là, je suis pas perso. En DCA, pourquoi pas à la limite, mais j'irai pas arriver et mettre all-in là-haut. Non. Sur les indices boursiers, tu veux dire? Sur les indices boursiers, voilà. Ah oui. Sur l'or, bon, on sait pas si on n'est pas sur. Tu vois, il y a. Moi, je suis pas d'accord avec ça du tout, parce que encore une fois, les indices sont plus hauts, mais ils sont, on va dire, dans 70% des cas ou 80% des cas, il y a des études qui ont été faites là-dessus au plus haut, et en fait, tu perds plus d'argent à ne pas rentrer qu'à attendre un crack qui arrive dans 20% des cas. Et deuxième étude très intéressante qui a été menée par Charles Schwab, je crois bien, qui dit que le lump sum bat dans 60 à 70% des cas toutes les autres stratégies d'investissement, le DCA, le DVA, etc. Et qu'en fait, à partir du moment où il y a du cash de disponible, la meilleure stratégie, c'est de l'investir d'un coup et de s'asseoir sur ses mains. Tu pousses, ouais. Ouais, j'avais vu ces stats aussi, ouais. Non, c'est une théorie qui se défend très bien, tu vois. Mais personnellement, après, tu vois, c'est là où l'investissement, ça reste quand même quelque chose aussi un peu de personnel. Tout à fait. Moi, je me sentirais pas du tout à l'aise. Et surtout que pour moi, le RR, il est pas vraiment bon, en fait. À l'heure actuelle, en fait, c'est bête à dire, mais en termes de risque-rendement, à part vraiment BTC, je vois pas, enfin, comment dire, je te parle vraiment de le truc qui peut vraiment te faire décoller, tu vois ce que je veux dire. BTC, enfin, t'en achètes à 60, allez, même tu prends un horizon de temps un peu long, 3 ans. 3 ans. Tu te dis, dans 3 ans, je le revends à 120. Allez, 100K. Mais 100K, t'imagines, tu fais 40% sur ton. Je crois ça. Qu'est-ce qui va te donner autant de pourcentage? Alors, c'est pas sûr. Là, on est d'accord. C'est sûr que le S&P, c'est beaucoup plus safe que le BTC. Là, il n'y a aucun débat. Mais maintenant, le BTC, mettons, il fait un petit tour à 50. Le mec, t'imagines, tu revends juste l'ATH. Revendre d'ATH, t'es en x2,5. Tu peux faire ça même d'ici 4 ans. Même d'ici 4 ans, le rendement est délirant, tu vois. Oui, c'est toujours en 4 ans, oui, effectivement, ça fait du 25%. C'est ça, donc en fait, pour moi, c'est là où les cryptos, en fait, après, je sais pas, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens, peut-être ils sont trop riches, et par exemple, comme les Julien, les Théophile et tout, ils sont tellement riches qu'ils s'en foutent, en fait, de prendre ce risque-là. Mais pour quelqu'un qui est pas ultra blindé, qui veut vraiment step up un petit peu, décoller, je vois pas, tu vois. Détrompe-toi, c'est pas qu'ils sont trop riches pour prendre ce risque. On en a beaucoup parlé avec Julia et même avec Théo pendant pas mal de repas. C'est que ils veulent pas non plus prendre des risques avec l'argent parce que ça a pas été évident de le gagner. Et puis, il faut le préserver. C'est encore une autre charge mentale, tu vois, avec le temps. Ouais, mais tu peux mettre 10%. Mais moi, je suis chacun est en règle avec ses investissements. Moi, j'ai poussé je crois carrément presque un quart de mon patrimoine total il y a pas longtemps sur le TF, sur les bits. Ouais, je lui ai dit, on me prend pour un fou, mais en 3 semaines, j'ai fait les gros gains, tu vas les faire justement sur le prochain cycle. En fait, là, tous les efforts qu'on fait là maintenant en bière, on va les récolter dans 2-3 ans. Dans peut-être 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est pas un horizon qui est très long en termes d'investissement, à 3 ans. 3 ans. Et quand tu vois les performances que tu peux faire, vraiment, les gens. Après, c'est vrai que 2021, faut pas prendre comme référence, c'est biaisé. Mais par contre, honnêtement, c'est ça qui est dingue. En crypto, parler de x2, x3 jusqu'à x4, c'est pas quelque chose qui est complètement délirant, hein. Faut vraiment le dire. D'accord. Par contre, ce qu'il faut dire aussi aux gens, c'est qu'en rentrant à 60 000, c'est pas magique. On peut très bien tomber à 30 000 et dans ce cas-là, t'es à moins 50%. Tu peux être en gros drawdown. Tu peux te manger des drawdowns. Et c'est aussi pour ça que rentrer maintenant, comme tu dis, tu peux louper le train ou tu peux rentrer à 60 et on tombe à 40. Et là, t'es à moins 50. Ça ne change rien parce que si tu as un horizon 3 ans, 4 ans en termes d'investissement, tu dis OK. C'est dur mentalement à tenir. Je rentre à 60, j'aurais pu rentrer à 40, mais dans 3 ans, il sera peut-être allé à 100. Donc finalement, il y aura du gain. Si c'est pas ça qui te fait vivre, si c'est de l'argent que tu peux perdre. Et moi, j'ai poussé beaucoup d'argent, les gars. On parle pas de 10 000 balles. C'est quoi, même si demain il tombe à 40,
Bah, les couilles. Mais parce que toi, t'es prêt psychologiquement, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts psychologiquement à voir un 50%. Ouais, le mec, oui. il met 100 000, il voit qu'il a perdu théoriquement, parce que, bon, pas vendu, pas perdu, je déteste cette expression, déteste mais, cette mais phrase. peu importe. Théoriquement, il a perdu 50 000. Dans sa tête, il se passe quand même un truc, tu vois. Bah, en il y a vrai, il se beaucoup- passe quoi? Bah, il se passe qu'il est en panique. Est-ce que le Bitcoin, c'est si Mais il bien faut que pas, ça il faut hésite, pas regarder hésite. tous les jours. Mm. Mec, écoute, on donne pas des conseils en investissement ici, hein, on est bien d'accord. Mais une idée, c'est si tu as de l'argent et que tu es prêt à le perdre ou que c'est pas vraiment On n'est jamais ça prêt à qui te perdre fait- de l'argent. Ouais. man. Alors n'investis pas. Mais là, on parle du Bitcoin. C'est hyper volatile. Bah oui, Au c'est moment volatile. où tu prends ton argent et que tu le pousses sur le Bitcoin, sur l'Ibit ou autre chose, wow. C'est ça ce qu'on dit. Il faut être prêt. préparé à là-dedans. Il faut être prêt à prendre un Bien drawdown, sûr. donc c'est-à-dire de la c'est ça. volatilité sur son portefeuille. Par contre, il faut aussi avoir une vision à long terme. Longue, bien Et, sûr. et très important, si la personne elle est averse au risque, et ben elle va pas sur le Bitcoin. Mais fais autre chose, à fait. ouvre un livret A. Et C'est ce que aussi, je te dis, moi. autre chose très importante, ça va de soi, il faut bien préciser, il faut toujours acheter spot ou Oui, Ibit, spot, mais il tout faut à fait, surtout ouais. pas acheter à levier. Oui, Parce oui. que si vous achetez Oh, ne ouais. serait-ce qu'en levier 2, Oh là vous là. pouvez très vite vous faire à 60K, Mmh. levier 2, C'est fini. à 40 et t'es Bah, et cuit, quoi. si tu achètes à 60 à levier 2 et que tu descends à 30, On bah, va à t'es 30, liquidé, ouais, ton ouais, c'est compte ça. il est, liquide, il est c'est foutu, fini. quoi. Ouais, il faut comprendre En fait, il ça. suffit qu'il y ait une mèche. Mais en fait, le truc, c'est que le levier 2, souvent on se dit, par exemple, on descend à 40. Tu mets un levier 2, t'es liquidé à 20. Hmm. Bon, bah, tu te dis aucun risque. Mais tu sais, c'est vrai qu'en soi, il y On a sait peu de jamais. chance, mais tu sais jamais. Et dans tous les cas, le levier, en fait, t'as pas une position qui est enfin, peut-être t'as qu'une envie, au bout d'un moment, c'est de couper ta position, donc t'as pas un truc qui est stable. Mais pour finir sur le BTC, je pense qu'en tant que particulier, je parle pour les particuliers qui n'ont pas des patrimoines à plusieurs M, etc., je vois pas beaucoup d'autres catégories d'actifs, à part peut-être monter des business qui explosent ou qui peuvent vraiment te permettre de vraiment décoller, c'est un grand mot, mais step up Tu un sais peu que comme ça. moi, il y a 4 ans, Faut dire. Ouais, il y a 4 ans, on est en 2022 à l'époque, j'achetais beaucoup d'or. Il a explosé ces 4 dernières années. Moi, j'étais c'est vrai, content. c'est vrai que l'or, il a fait x3, Après, je crois. on n'a pas le même poids de vie et on va faire une vidéo sur ça, spéciale Battle Valentin Jonas sur l'or. Mais moi, l'or, je me souviens de quand il était à 52 000 balles le kilo, 52 000 euros le kilo, j'en ai acheté. Et il a explosé. C'est vrai et qu'il je suis bien content. C'était combien son top? 5005? Un truc comme ça? Ah, toi, tu parles Ouais. De l'once à l'once. Ouais. Moi, je te Ah parle oui, au en kilo. hein. dollars, oui, on était, oui, même aux alentours des 6 000 $. Ouais, ils est monté à 5005. 5 000, Parce que moi, je me souviens que qu'il est en 2021, il était à 1000, à un moment donné, c'était 1700. Ouais. Donc, ouais, ça fait quand même un joli petit Bien sûr. x3, x4, hein, cette histoire. Plus, un peu plus. Donc, comme quoi, c'est ça qui est dingue aussi. D'ailleurs, quand tu regardes en bourse, même tu regardes individuellement certaines actions, en fait, les x3, x4, il n'y a pas que en crypto. Hein. Mais non. Hmm. Même par exemple, un des trucs les plus fous, c'est que tous ceux qui avaient acheté du micro-stratégie à la place du Bitcoin, ils ont gagné plus d'argent lors du dernier bull market. Oui, ou tu prends quelqu'un qui a acheté C'est des dingue. actions, Même Coinbase. des actions Monster Energy. Je sais pas si tu as déjà vu la charte de Monster Energy, c'est ridicule. ouais. C'est un- Non, mais des c'est boissons, c'est vrai des qu'il boissons faut, sucrées, quoi. c'est vrai que ça faut savoir le rappeler. Après voilà, chacun. Mais ça reste, ouais. encore une fois, ça reste ultra risqué. Bien Et t'as sûr. quand même, pour moi, la meilleure stratégie, de toute façon, c'est si t'as pas d'argent, c'est pas l'investissement qui va te rendre riche. C'est le fait d'aller te créer du cash flow. Bien Et sûr. donc Pas le ça choix. passe par soit la construction d'un business, soit par une compétence que tu vas vendre très cher Ouais. en travaillant. Et une fois que t'as ce cash flow-là, c'est de l'investir et de le faire fructifier pour justement Ouais. te faire monter. Mais c'est pas l'investissement qui va te rendre riche. Bah, surtout si Ça, t'as, c'est la pire erreur à ouais, commettre ouais. parce que tu vas aller te retrouver sur des altcoins à la con et finalement tu vas te faire rincer puis tu vas être perds ton dégoûté. temps, Quoi. ouais, c'est Non, ça, mais c'est d'accord. ça. Hein. Mais il y a tellement d'histoires. Mais toi, par exemple, un gars, il a 25 ans, il a 100 000 euros de capital. Ouais. Tu vois tu lui dirais de mettre. Ça dépend de la Tu vois discussion que j'ai Ouais. avec lui. Ça, Oui, je peux ça pas dépend te son- répondre, tu vois, Ça dépend mais, de son profil, mais ce que je voulais dire, c'est plus en mode si la personne elle est prête à prendre tu du vois, risque, et c'est ben ça. forcément, Ouais. on aura des portefeuilles qui sont très orientés, si ce n'est complètement orientés, actions et crypto. Ouais. À 25 ans, et que le mec il a un niveau de risque maximal et qui me dit, moi mon objectif c'est vraiment de faire fructifier au maximum De ces 100 000 décolle, euros, je n'y touche jamais, je m'en fiche, etc. Et j'ai 30 ans devant moi, alors là oui. Par contre, moi j'ai des jeunes aussi qui viennent me voir, qui vont me dire, bah moi je suis plus averse au risque, et même si je suis jeune,
attention, tout quoi. Il y a envie, ouais. une partie du capital, je veux vraiment, parce que c'est l'argent d'un héritage, par exemple, j'y Je tiens. veux le revoir, quoi. J'y tiens, je veux pas prendre trop de risques sur cette partie-là. Et ça, c'est possible aussi. Donc, c'est pour ça, je peux Il y a pas tout te faire type une de réponse profil, en fait, hein, c'est ça qu'il universelle. faut. Il y a Et- tout type de profil, effectivement. Avec tout ça, argent, bénéfices, investissement, Pattaya, l'excès, il est quand même à portée de main. T'es d'accord avec moi? Comment t'arrives à tenir pour pas craquer? Parce que t'as été te cacher loin à Jomtien. Ah ouais, par rapport à ça. Ouais, revenons un peu là-dessus. C'est quoi comment tes forces? ce que t'appelles craquer, c'est Sombrer. ouais, On va sombrer, péter un plomb. sombrer. Comment ça devenir se fait que alcoolique. je te croise pas dans les bas-fonds de Pattaya quand j'y suis, quoi? Bah, il y a deux facteurs. Et le premier, comme je l'ai dit, c'est que je l'ai déjà fait pendant quand même 4-5 ans. T'as eu ta dose? Faut y aller. T'as eu ta dose? J'ai eu une bonne dose. Ah. 90% de la dose a été mise. J'ai une belle dose. Et la deuxième, c'est aussi l'arrivée des 30 ans. Mhm. Où en fait, tu te dis, d'un coup, tu sais, je suis passé de je suis éternel, tout est beau, tout est rose, la vie est exceptionnelle. Ah, putain, j'arrive à 30 ans, putain, ça fait quand même 5 ans que je fais la même chose, là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il y a quand même une petite remise en question qui s'opère. Mhm. Et aussi, à un moment donné, je me dis, voilà, même ne serait-ce que physiquement, etc. Tu vois, j'ai eu la perte des cheveux, là, j'ai fait l'opération, c'est encore Ouais. en process. Mais je me dis, voilà, il faut que je me remette dans un mode de vie plus sain, dans un style de vie plus sain, que je m'écarte un petit peu de tout ce bordel, que je trouve un style de vie le style de vie que de base j'ai rêvé et que je suis venu chercher ici à la base. À la base, Ouais. mon idée c'était ça, c'était déjà le style de vie que j'ai là, c'était pas faire la fête. Donc toi, vraiment, Je suis c'est tombé là-dedans. le fitness et tout, c'est vraiment ton hygiène de vie C'est mentale. voilà, quoi. Tu t'accroches à sauna hammam tous les 2 jours, massage tous les 2 jours, la marche inclinée 1 heure tous les matins. Je vais manger une omelette avec 4-5 œufs, les compléments, les petites crudités, etc. Sun maxing, donc sun maxing, c'est exposé au soleil. Tu vois, par exemple, ce matin, je suis allé directement me faire 20-25 minutes piscine, soleil à fond les ballons. Voilà, essayer d'avoir quand même une C'est bonne pas hygiène de mauvais vie. pour la peau, ça, de prendre trop de soleil par jour? Alors 15 minutes, 15-20 minutes, c'est bon. Par Ouais. contre, après, faut mettre de la crème solaire. Après, Mhm. moi, j'ai toute une routine aussi maintenant skincare que j'avais pas avant. Ok. Et très important en Thaïlande, c'est le numéro 1, c'est le facteur numéro 1 pour protéger sa peau, c'est la crème solaire. Hmm. C'est dingue de se dire ça, mais... Donc voilà, il y a toute une routine qui s'opère autour de ça. Et c'est vrai que maintenant, j'ai passé les 30, je suis plus dans une démarche santé, temps libre, style de vie. Petit à petit, il y a le business qui se remet dedans, tu vois, à un moment donné. Mais je suis plus du tout dans ce délire de fête. Voilà, je sors 1 à 2 fois par mois. Mais t'es heureux quand même. Et ouais, je suis très bien. Ouais. Évidemment, de temps en temps, voilà, j'ai refait une sortie il y a pas longtemps. C'était très sympa, tu vois, ça faisait longtemps. Et c'est vrai qu'on peut très vite retomber dedans. Franchement, Ouais. le lendemain, t'es là au café et tu dis, mais j'ai rien foutu et tout. Bon, allez, vas-y, ce soir, on se la remet. Puis t'as envie de la remettre tout le temps, en fait, parce que c'est. Hmm. Mais voilà, justement, c'est ça qui est bien, c'est que je pense qu'on peut trouver un juste milieu, surtout arriver à un certain âge et pouvoir profiter de vraiment ce que Pattaya a de mieux à offrir, tout en gardant un style de vie exceptionnel. Ce qui est dingue, c'est que Tu tu vois dis arrivé à un certain âge, parce que moi, j'ai à peu près 11 ans de plus que toi. Je parle avec des gars qui ont 10, 11 ans de plus que moi. Et ils me disent, ouais, mais profite, t'es encore jeune, parce que quand t'auras notre âge, et les mêmes gars qui ont Ouais. 60 balais leur disent à eux qui ont 50, les Au gars, vous final, êtes au encore final, jeunes. ouais, au final, Bon. ils ont pas complètement tort. À un moment donné, que t'aies 30, 20 ou je sais pas, 50, tout peut s'arrêter. C'est vrai que tout peut s'arrêter du jour au Après, lendemain. c'est un équilibre à trouver. Il faut pas que tu sois dans un excès comme dans l'autre. Et faut que tu arrives à trouver ta balance. Je pense que c'est le meilleur compromis à faire. Donc, C'est ça. Et on peut parler rapidement des femmes sans faire de trop de dingueries. Par rapport à ça, donc j'arrive à 30 ans, quand tu veux un mode de vie sain comme ça, c'est plus agréable et c'est plus logique de trouver une petite copine que tu peux faire les deux. Ouais. Mais c'est vrai que ça faisait plus sens de trouver une petite copine. Par la suite, par exemple, j'aurais pourquoi pas l'idée de me trouver une petite fit girl qui partage exactement le même style de vie que moi. Tu aurais envie de ça? Par la suite. Mais attends, trouver une copine à Pattaya, C'est qui est complexe. quand même la ville du vice, c'est pas super difficile. T'as pas Non. peur qu'elle aille voir à droite à gauche Mais non. ou qu'elle te mente sur ses réelles activités. Comment tu gères ça? Alors là-dessus, déjà, je suis conscient. C'est-à-dire qu'en 5 ans, t'imagines l'expérience que j'ai pu acquérir, Acquérir. pardon, que ça soit la mienne ou celle de mes potes, parce que des histoires, j'en ai à en plus finir. Donc je sais
je sais ce qui peut se passer et ce qui va se passer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans ma tête, je me fais pas des plans en mode ça va être la femme de ma vie, je vais faire des enfants avec, tout va être tout beau, tout rose. Je sais qu'elle a du passé, elle va avoir un gros passé, elle va peut-être même faire des extras quand je suis pas là. Mais alors des extras, c'est-à-dire peut-être que voilà, il y a un soir, on sait pas pourquoi, elle va aller voir un client, elle va terminer dans un pas dans mon lit quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Donc c'est vrai que ça c'est le problème de Pattaya de manière générale. Je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je vais dire un bon 95% c'est comme ça. C'est que c'est très très compliqué de trouver une fille, on va dire très sérieuse, avec qui tu peux vraiment commencer à t'engager et voir un petit peu l'avenir. Contrairement, je pense, à Bangkok, où même si tout n'est pas tout rose non plus, il y a quand même beaucoup plus de profils, ce que j'appelle avec des vrais boulots et des vraies filles, des belles femmes de qualité avec lesquelles tu peux faire des belles relations. Je repense à mon ex, qui n'était pas la plus parfaite au monde, évidemment, mais franchement, j'ai une super belle relation avec elle, exceptionnelle. Et c'est vrai que des fois, je me dis, c'est dur, mais il faudrait que je trouve une copine en dehors de Pattaya et que je puisse l'importer. Mais t'as pas peur qu'elle soit pervertie parce que regarde. Mais faut pas vivre à Pattaya, ça c'est l'erreur. Faut pas vivre à Pattaya, faut vivre à 30-40 minutes d'ici, tu vois. À Rayong. Faut vivre, Alors les gars, faut la prendre et pas vivre à Pattaya. Faut aller à de jamais vivre à Pattaya avec sa copine, de jamais faire ça. Non, mais il y a des couples qui durent ici à Pattaya, il y a des couples solides. Il y en a, mais vous ne les connaissez pas, donc vous soufflez. Tu vois, ça c'est typique. On sait pas où leur femme part le soir, quoi. Des gars qui font la brague, qui s'amusent, etc. Donc ils ne voient que ça. Et c'est moi qui le dis en plus. Il existe des filles carrées et correctes à Pattaya. On fait pas tant l'homme. Il en existe, mais c'est prendre. Enfin, après, il y en a qui sont OK avec ça. Tu sais qu'il y en a, leurs copines les trompent, ils sont OK avec ça. Les filles qui sont pas sur les applis, qui vont pas dans les bars, dans les gogos, qui sortent pas la nuit, qui vivent pas la nuit, c'est OK. Elles ont moins de et moi, tentation. quand je suis à 8h du matin à la salle, les filles qui sont là à 8h, elles ont pas été dormir à 5h du mat. Elles ont été se coucher à 22h. Elles font pas partie du monde de la nuit. Moi, je connais des filles. Non. Non, mais vous pensez ce que vous voulez, les gars. J'ai vu votre regard. Mais moi, je connais des nanas ici. Elles sont posées, elles sont carrées, elles ont 2 tafs. Elles travaillent comme serveuses là-bas et comme vendeuses à l'épicerie. Et elles sont très carrées et elles sont pas intéressées. Il faut pas mélanger les filles à Pattaya et les filles qui viennent d'Isan, la pampa thaïlandaise, qui s'envoient en l'air dans tout le pays et t'as la famille qui les ponctionne en Isan. Faut pas mélanger les deux. Il y a des natifs de Pattaya qui sont ici, qui disent, oh, moi j'ai déjà discuté avec des filles. Ça va, tu vas bien, tu cherches quoi? Elle dit, écoute, je t'arrête tout de suite, je suis pas une salope. Moi, les bazars ici, c'est pas pour moi. Et j'étais très poli, j'ai juste demandé « What are you looking ?» Tu vois ce que je veux dire? Et direct, elle met le truc dedans. Et t'as bon essayer de tester ce genre de filles, elles ont une éducation, etc. Par contre, celles qui viennent des campagnes, elles viennent, on leur a vendu un Eldorado. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Il y a 1 an et demi, j'étais en Nissan, j'étais dans un car, j'entendais parler des filles derrière. Je leur dis, vous allez faire quoi à Pattaya? Ah, on va travailler dans un bar, on va gagner plein d'argent. On nous expliquait que c'est comme ça que ça allait. Elles viennent en mode innocente, elles comprennent pas. Et quand on va dans les gogos, elles sont comme ça, toutes timides, elles comprennent pas. Laisse-leur 3 semaines, 1 mois, elles sont perverties. Mais celles qui rentrent pas dans ce milieu-là, elles sont pas perverties de la même manière. Mais ça reste quand même une minorité. Enfin, puis dans tous les cas, j'ai pas dit que c'était une majorité. Oui, c'est une minorité. Mais ça reste quand même. Moi, je suis d'accord avec Aurel. Je pense que ça reste quand même très compliqué de trouver une relation stable dans une ville comme Pattaya par rapport à Bangkok ou Hue ou Chiang Mai où ça va être beaucoup plus traditionnel et tu vas trouver des filles qui sont beaucoup plus tradies dans une proportion qui est beaucoup plus importante. C'est la pauvreté qui façonne par moment le comportement humain et c'est pas forcément l'environnement géographique. Si la fille habite à Bangkok, il y a des quartiers très pauvres à Bangkok, je les ai vus. Il y a des quartiers extrêmement pauvres. Sûr. La fille, elle habite là, elle va avoir sa mentale. Tu parlais de Chiang Mai, j'ai habité à Chiang Mai quelques mois, bien avant Bangkok. Et j'ai vu aussi des filles qui venaient t'embêter le soir. J'ai fait le tour de l'Isan. Moi, je l'ai fait le tour de l'Isan. J'y suis allé plusieurs fois. Tout bout à bout, c'est plusieurs mois. J'étais à Khon Kaen, à Loa Hett, à Selapoum. Va voir où c'est sur la carte. Selapoum, c'est perdu. Ben, en soirée, t'as des nanas, tu passes, elle passe à côté de toi, elle te fait « Aloy bat ?» 500 bahts, 13 €. Tu vois, c'est pas, et on est très loin de Pattaya. C'est la pauvreté qui génère le comportement. Mais après, ça amène à d'autres questions. Est-ce que toi, c'est un choix d'éviter la relation parce qu'il y a un risque émotionnel, t'as peur de souffrir derrière? C'est ça, en fait. Non, mais en fait, c'est la question qu'il faut se poser. C'est est-ce que je suis prêt à être en relation et me dire que c'est quelque chose qui est
probable, qui est possible que ça arrive, que mais même l'homme, très souvent, à Pattaya peut aussi trouver, il n'y a pas que la femme aussi, il faut être honnête. Donc en fait, c'est simple, c'est une ville qui est, on va dire, malsaine pour les relations, c'est pas impossible, mais forcément, il y a des tentations des deux côtés, de partout et tout le temps. Et donc, qui dit tentation, dit que même des mecs fidèles, moi, j'ai vu plein de mecs fidèles, qui avaient l'air parfaitement fidèles, craquer, hein. Beaucoup. Et pourtant, non, mais je sais pas. Il y aura évidemment pas de nom mais ce que je veux dire, c'est que c'est vite fait. Par exemple, le cas typique du Français de base, ultra fidèle avec sa Micheline, qui débarque ici en 2 semaines. Le coco, il a vite craqué, hein. Et alors, tu vois ce que je veux dire? La peur, c'est le prix à payer pour vivre ici à Pattaya. La peur d'être trompé, la peur de l'avoir séparé. Le prix à payer, avec un c'est de autre. se dire que c'est une espèce de vie de célibataire. Oui, un peu spécial. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est que les relations que tu vas avoir, ça se compte en mois, peut-être en années gentiment, mais ça va pas bien chercher loin, quoi. Et s'il y a peut-être des red flags ou des green flags à avoir quand on cherche une relation durable ici, pour toi, c'est lesquels à regarder en priorité? T'en as pas mal déjà. Quand tu discutes avec elle, tu lui demandes comment elle gagne son argent, où est-ce qu'elle a travaillé avant, etc. Si tu vois qu'elle a la tête de l'emploi, déjà ça sent pas bon, hein, quand même physiquement. Tu vois, peau blanche, peau très blanche, elle s'habille bien, classe. Elle est toute mignonne, etc. Ça veut pas forcément dire, mais tu vois, s'il y a plein de petits signes, pareil, tu regardes un peu son Instagram, si elle cache son téléphone. Tatouage pour toi, c'est green flag? Plutôt raide. Alors, ça dépend comment c'est fait, mais si je vois qu'il y a toute une manchette tatouée, bronzée, ça saute aux yeux. Voilà, ça saute aux yeux. Mais après, t'as des filles qui ont la peau blanche et tout, et qui ont quand même un lourd passif. Ouais. Mais après, ce qu'il faut pas faire, et là où tu as toutes les réponses, malheureusement, c'est dans son téléphone. Mais ça, faut pas le faire, tu vois. Ah mais ouais, voilà. mais attends alors. Mais si tu commences comme ça à fouiller le téléphone, c'est que c'est foutu d'avance. Tu s'en sors pas, voilà, tu s'en sors. Moi, après, franchement, je suis désolé, mais à partir du moment où tu es obligé d'aller empiéter sur la vie privée de ton partenaire et de rentrer dans l'intimité de son téléphone pour vérifier que c'est quelqu'un de correct, c'est que de base ça pue en fait. Mais non, ce qui pue, c'est pas ça. Ce qui pue, c'est que toi déjà t'es dans la peur. Tu t'es troublé. Oui, non, c'est constamment. ça ce que je veux dire. Effectivement, c'est tu vas pas être serein dans ta tête et ça va jamais pouvoir marcher. Mais d'un côté, t'as toutes tes réponses. C'est triste à dire, mais en 2-2, tu sais exactement à qui tu peux. Ouais, tu peux. Un couple qui vit comme ça marche. Même en France. Moi, je dis pas qu'il faut vivre comme ça. Mais moi, par exemple, je le dis et c'est ce que je vais faire. C'est la prochaine fois que je vais avoir une vraie relation, pas tout de suite, je vais pas me jeter, mais au bout d'1 mois, 2 mois, machin, je vais checker un petit coup. Parce qu'en fait, j'aurais fait ça avant et je sais tout de suite à qui j'ai affaire. Tu sais tout de suite à qui t'as affaire. Tu vois des prix, tu vois pas de prix, tu vois comment elle peut avoir eu un petit passif, tu vois, mais tu vois à qui t'as affaire. T'as affaire à une prostituée, une freelance, une fille carrée, tu vois, en 2-2, t'as beaucoup de réponses à tes questions. Et par exemple, si quelqu'un il veut vraiment se projeter avec, bah ça peut vraiment lui éviter beaucoup de pertes, de souffrance et de pertes financières, cette histoire. Ouais, il y a je peux pas le recommander, c'est pas recommandable. Mais voilà, mais il y a des gars son Instagram, tu peux suivre un peu. Est-ce que c'est cohérent ce qu'elle te raconte? Ouais, je peux pas, je dors là-bas. Tu vois, il y a plein de trucs. Il y a des exceptions, hein. Moi, je connais un gars, il était passé sur mon autre chaîne, Mickaël, là, il tenait un commerce, il l'a revendu, il en a ouvert un autre. Il est arrivé, il a rencontré sa femme qui travaillait au Kink. Tu vois, il l'a sorti du Kink, il l'a marié, il lui a fait un enfant, ils ont ouvert des business ensemble. Là, ils sont bien. Au début de la vidéo, tout le monde disait ça va lâcher, ça va lâcher. Ça leur fait 3 ans, ils sont bien. Par rapport à ça, d'ailleurs, moi j'ai envie de te dire, si t'es OK que ta copine ait eu un lourd passif, parce qu'au final, on sait jamais quel est exactement le passif de notre copine, même si elle nous invente même une française, on sait jamais vraiment ce qu'elle a fait avant. Donc pour moi, le plus important dans une situation comme ça, au final, faut juste raisonner logique. Est-ce que elle a des maladies ou pas? Est-ce que quand tu lui fais faire un bilan complet, elle a aucune maladie, tout est clean? C'est peut-être ça le plus important. Non. Si tout est clean, même si elle a ken avec 500 mais gars. Le passé, c'est le passé, de toute façon. T'en penses quoi? Toi, tu l'apprends, si elle est clean, bon. Tu m'en poses une question, là.
Je te dis pas, tu vois ce que je veux dire, c'est ça le plus important. J'ai pas non vraiment de réponse. Moi, je pense que c'est pas possible de trouver une relation de longue durée dans cette ville en particulier. En tout cas, moi, je m'y risquerais pas. Tu risquerais pas. C'est quoi ton plan alors? Si je veux trouver quelqu'un, je vais trouver quelqu'un. Je pense plutôt à Bangkok, plutôt à Chiang Mai, plutôt dans une ville où je sais qu'il y a quand même. Je dis pas que le risque zéro. Un peu plus de chance. N'existe pas, mais il y a quand même plus de chances que ce soit pas quelqu'un qui a un lourd passif. Après, Elles ont tout à passer. Mais même nous en tant que mec, on a. Mais tout nous à aussi, passer. on a tout ça. Surtout que si elle te rencontre en tant que pharaon, c'est qu'elle a déjà rencontré plein de pharaons et. Voilà. Bien sûr, mais ça à la rigueur, c'est pas. Tu vois, pour moi, ça ce sera pas un critère à la rigueur. Moi, mon critère, si je veux quelqu'un de sérieux, c'est de m'assurer qu'elle est vraiment sérieuse dans sa démarche et que elle me dit la vérité. Et ici, comme je sais que 95% des filles travaillent dans les bars, etc. Je sais que ça va pas jouer. Donc j'irai dans une ville où je sais que je peux avoir face à moi quelqu'un de du coup, tu sérieux. iras vivre là-bas aussi. Ça c'est encore une autre C'est question. ça, mais c'est ce qu'il me dit hier soir. On était au resto. C'est ce qu'il me dit. Il me sort son téléphone. Il me dit regarde, j'ai installé Filipino Cupid. Je vais aller me chercher une fille. Alors ça c'est du mytho parce que c'est lui qui a installé cette application. Et j'ai même une technique. Je vais aller la trouver dans une église aux Philippines pendant la messe. Comme ça, je suis sûr que c'est une fille bien. Là, il invente toutes les histoires. Et après, tu fais quoi? Tu la ramènes ici? Il invente des histoires de ses potes. Et en plus, c'est toi qui nous as montré Filipino Cupid, Bumble, Facebook Rencontre. Tu savais que ça existait, toi, Facebook Rencontre? Moi, je savais pas. Facebook Rencontre, Thai Friendly, quoi d'autre? Oula. Tinder, Badoo. Ouais, il connaît tous les trucs. Il y en a encore plein d'autres. Ouais. D'ailleurs, pour toi, Val, faut que tu te mets. Enfin, si t'es pas, mets-toi sur Bumble. Parce que là, tu vas avoir. Les profils sont beaucoup plus qualifiés. Ouais, ça fait partie du passé. Non, mais Thai Friendly, c'est pas ça. Thai Friendly, Ouais, c'est c'est 70%, c'est que des freelances. Oui. Plus. Moi, dès que si je vous vois, voulez trouver une fille sérieuse, n'allez pas sur Thai Friendly. Ça, encore une fois, je suis pas tout à fait d'accord parce que si tu fais du Thai Friendly à Bangkok, t'as quand même une proportion de filles sérieuses qui est beaucoup plus élevée. Mais va sur Bumble, mets un beau profil et tout. Ah bon, tu vas tomber sur des femmes à Bangkok. Là, je me suis connecté, ça fait 2-3 semaines que j'avais pas regardé. J'ai juste fait 2 matchs comme ça, mais la qualité des... Enfin, elles ont un vrai boulot, elles font du fitness, elles s'entretiennent, elles sont jolies, elles sont classe. En la fait, bio classe. est écrite en taille déjà, tu vois, ça c'est en dit classe long quand même. C'est ça. Vraiment, et là, c'est pour ça qu'à chaque fois, je me dis, putain, il y en a quand même des femmes de qualité à Bangkok. Et Bumble, franchement, j'étais étonné, test, parce que... Et toi, tu veux donc te trouver une nana? C'est le projet? Moi, le problème, c'est que là, je vais partir un mois au Cambodge. Tu disais, ouais. Ensuite, un mois en France. Ensuite, peut-être un mois en Géorgie. Donc, en fait, je vais pas me retrouver... En fait, c'est ça, je vais pas me trouver une copine pour partir. Aucun sens. Donc là, c'est du freestyle. Et après, quand je reviendrai, et voilà, si je me pose, je commencerai à me poser la question de est-ce que je vais un peu à Bangkok faire des rendez-vous ou est-ce que je fais la deuxième technique qui est en gros je vais en Nissan, je trouve une pépite de 20, 22, 25 qui fait qui est fit girl et en gros je l'importe mais par contre voilà il faut la take care derrière. Faut la briefer. Je vais t'emmener dans un endroit où il y a beaucoup de néant. Il faudra rester solide. Faudra rester à la maison, faire à manger. Écoute, je compte aller bientôt en Nissan, faire le tour d'Issan. Je vais louer un petit Vito ou je sais pas quoi. Et je vais faire une chronique sur ça ou trouver la femme parfaite en Thaïlande. On va regarder quand même ça pour nous. Désolé, mesdames, messieurs. Allez, en un mot, mais vraiment sans argumenter. Liberté ou stabilité? Liberté. Françoisie. Vas-y, pas le choix. Bitcoin ou cash? Bitcoin. Et discipline ou plaisir? Plaisir. Parce que si je dis discipline, je mens. Si je dis discipline, je mens. Ouais. Solitude ou compromis? Compromis. Ladyboy ou fille? Fille. Il y a des limites. T'as déjà testé les ladyboys? Non. Okay. J'ai des anecdotes un peu où on est plusieurs, etc. Mais il n'y a pas de... on va pas où. Okay. Tu veux raconter cette anecdote sur le plateau? Non. On connaît. Vas-y, imagine, tu te réveilles demain avec 0 €. Tout ton patrimoine s'est volatilisé. Tu veux dire 0 sur son compte bancaire, il n'a plus rien. 0. Wow. Qu'est-ce que tu fais? C'est simple, retour en France. Au début, je taffe en salarié et je relance un business en ligne. Si tu pouvais revenir en arrière
est-ce que tu ferais exactement la même vie Bah, sans l'expérience des Ladyboys, j'entends. honnêtement, ouais, je pense que je suis plutôt content voilà, ça a pas été aussi exceptionnel que ça aurait pu l'être si j'aurais maintenu la qualité de travail que j'avais, surtout en 2020-2021 où ça montait bien, etc. Où j'étais plus focus en fait argent et business. Mais globalement, je suis plutôt content. Il faut que j'arrive juste à retrouver ce truc-là et à me remettre dans Si une tu avais nouvelle situation. maintenu ce rythme-là, tu aurais une vie meilleure aujourd'hui. Ouais, du coup, je hein. pense que voilà, je serais déjà peut-être Quel millionnaire. conseil tu donnerais à notre audience là? Bah, en fait, c'est que peu importe ce que vous entreprenez, que ce soit investissement, business, cash flow, même un bon salaire en Suisse, quand ça marche, faut essayer vraiment de pousser le bouchon pour en tirer le maximum de bénéfices. Même chose, dès que tu as un contenu viral, et ben essaye de le reproduire pour pousser. En fait, dès que tu chopes, on va dire la perle, il faut vraiment capitaliser sur là où ça fonctionne, là où tu peux vraiment faire plus avec peu d'efforts en fait, tu vois. Et ça, faut aussi expliquer, pour parvenir à ce moment-là, il faut beaucoup tester et ne pas avoir peur de se Tout à planter, fait. parce que c'est en testant et en te plantant que tu vas trouver ta zone de génie et finalement, Bien sûr. potentiellement, C'est ça. le petit truc qui fait que ça va fonctionner pour toi. Au-delà de la discipline, qui est un peu le conseil de base, mais qui est réel, c'est surtout de la persévérance, dans le sens où tu peux être persévérant et pas parfaitement discipliné. Dans le sens où tu peux, en gros, au lieu de poster tous les jours, tu postes 2-3 fois en un jour, t'arrêtes, puis après mais tu continues quand même à l'année, même si t'es pas exactement régulier. Tu parles de régularité. Voilà, même toi. si t'es pas régulier, t'as un petit manque de discipline, etc. Si tu continues et tout, au bout d'un moment, tu testes et tu peux trouver des choses qui marchent. Pour moi, il faut Toi quand même, sur les réseaux, il faut quand même être très régulier pour créer une C'est habitude chez beaucoup ton mieux, c'est audience. beaucoup mieux. Et moi, j'ai remarqué, c'est ça qui m'a permis vraiment de monter. Hein. C'est tous les mardis, mon audience, elle sait qu'elle a sa vidéo sur YouTube à 7h du matin, tu vois. Et ça joue beaucoup aussi. Ouais, moi, je parlais plus de manière générale, en mode, par exemple, que ça soit en e-commerce ou en fait dans l'histoire de testing, plus par rapport à ça. Dans le sens, faut jamais arrêter de tester et jamais arrêter d'essayer en fait. Ouais, c'est ça la tout à vérité. fait. Et aussi quelque part, faut toujours c'est pas qu'il faut toujours, mais il faut toujours se poser des questions en mode, mais est-ce que je pourrais pas, ça peut être intéressant, j'ai pensé à ça, est-ce que je pourrais pas lancer quelque chose? Faut jamais trop essayer de jamais se fermer des portes. Ouais. Il peut toujours y avoir des bonnes idées qu'on peut lancer et on peut commencer tout doucement. On peut commencer, c'est un petit peu ridicule, on essaye, etc. Et on ne sait pas où ça peut nous mener. On continue. Si on fait quelque chose qu'on aime, on a plus de chances automatiquement de mettre du sien et en testant de trouver un truc, une combine qui marche. Ouais, tu vois. tout à fait. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de conseils magiques, mais ça doit partir quand même d'une volonté et d'une vraie envie. En fait, souvent d'ailleurs, c'est ce qui manque à la plupart des gens, c'est qu'ils me disent « Ouais, je veux devenir riche, machin ». Mais en fait, au fond, je suis désolé. Si quand tu rentres chez toi le soir, tu passes 4 heures à jouer aux jeux vidéo, t'as pas envie dis-moi pas que t'as envie de devenir riche, c'est des conneries. Parce que sinon, tu serais 4 heures sur Internet en train de regarder des blogs, des vidéos, en train d'essayer de lancer En train un de site, charbonner, en train de ouais. faire une vidéo. Tu serais dans la galère, ça marcherait pas forcément, mais tu serais en train d'essayer. Le mot, il est là, essayer en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est la clé du truc. Moi, je suis, franchement, vous me voyez, je suis loin d'être un génie, très très loin d'être un génie. Et pourtant, ça m'a pas empêché de faire quelques petits business sympas, etc. Et de pouvoir venir ici, vivre ici, ce Ouais, qui est bien pas sûr. exceptionnel, mais ce qui est déjà cool. Et parce que voilà, j'étais persévérant, parce que quand je travaillais aussi à Flunch, à droite à gauche, c'était impensable de continuer une vie comme ça. Et le seul truc que je pensais, c'était putain, vivement que j'ai ma pause, que je puisse avancer sur un site, sur une pub Facebook, sur un post, sur n'importe quoi en fait, que je puisse juste avancer. Parce que je peux pas endurer ça. Presque, il faut j'ai le compteur en fait. faut en faire une obsession. Hein. La Faut en réussite, faut en faire une obsession. C'est l'obsession. C'est le mot, il est là. C'est l'obsession. Ouais. Et quand j'en parlais, on me prend pour un fou, mais toutes celles et ceux avec qui j'ai discuté, que vous connaissez, ou que vous, à travers les réseaux, vous connaissez, ils en ont fait une obsession. Et il y a des modèles de réussite. C'est des gars comme, Julien, qu'on a reçu sur la chaîne, Olivier Roland, Théo, il y a des gars, Simon, même vous connaissez pas leur visage, mais c'est des gars, c'est des gars géniaux. Ils ont fait ça. Ils ont vraiment assisté. Ça a fini par péter. Ils ont continué à assister malgré tout, tu vois. Et c'est ça, ils en ont fait une obsession. La réussite, ça doit être une obsession. Comme le gars qui veut rentrer pour jouer à la console ou regarder un match de foot ou faire la fête. Il en fait une obsession finalement. C'est ça. Ça doit hanter ton cerveau du matin au soir. Ça, pour performer, en fait, faut non seulement pratiquer
musquer, y penser et s'instruire. Et en fait, tout ça en même temps, dans la même journée, t'es obligé de progresser. Parce que t'es actif, par exemple, le mec, il poste sur Instagram, il s'informe en plus, et à côté de ça, il pense, quand il est à la muscu, il est encore en train de penser à comment il va changer sa stratégie pour que ça marche cette fois-ci. Putain, mais là, ça a pris, donc là, je vais refaire ça. Tu vois ? Et si tu fais que de penser à ça toute la journée, oui, t'es un matrixé, mais c'est comme ça que tu peux décoller, c'est tout. On est d'accord. Si tu consacres 1 heure de temps et que tu regardes autre chose, ça marche pas. Non, ça, c'est clair. top. Parfait. Bah, merci beaucoup, Aurel. Avec plaisir. Où est-ce que notre audience peut te retrouver ? Sur ma chaîne YouTube, Aurel Vision. Et puis voilà, puis on va essayer de continuer à apporter des contenus assez intéressants sur YouTube. Il y aura le voyage au Cambodge, un peu de France, peut-être un peu de Géorgie. Donc voilà, je pense que ça peut varier un peu de la Thaïlande aussi. Ouais, bien sûr. Et ça peut être cool aussi d'apporter ma vision justement de ces pays-là pour quelqu'un qui vit entre guillemets dans la meilleure ville au monde, qui est Pattaya. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais pouvoir comparer avec l'élite. Donc ça peut être intéressant. On est d'accord. Comme à chaque fois, dites-nous ce que vous avez pensé en commentaire de cette vidéo. À mon avis, vous avez déjà interagi pendant la vidéo, mais n'hésitez pas. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on traite un sujet particulier. N'hésitez pas également à consulter le lien pour le sponsor eToro. On a vraiment, c'est Valentin qui a négocié un méchant avantage pour vous. C'est pas négligeable. Et dans tous les cas, si vous n'avez pas kiffé, insultez-nous en commentaire. Ça fait du bien à notre algorithme. On vous dit à tout bientôt. On est habitué. Bye. Merci Ciao. beaucoup.